Bonjour les runners, bonjour les sportifs, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver pour ce 21e épisode du podcast À côté de mes pompes qui va nous faire prendre aujourd'hui de la hauteur et nous allons attaquer l'Ultra Trail avec notre invité du jour. Mais avant cela, nous sommes début décembre et traditionnellement je fais mon petit bilan du mois écoulé. Alors ce mois de novembre est un mois plutôt satisfaisant puisque j'ai cumulé 180 km de course à pied, ce qui représente environ 18 séances, une seule de piste, tout le reste, donc ça a été du bitume, parce que l'épisode du confinement m'a contraint de rester dans ce kilomètre dérogatoire. Malgré cela, les séances se sont plutôt bien passées, la forme était présente avec ce chrono réalisé lors de l'Ekiden ASICS World Tour qui a bonifié, marqué un bon état de forme. Donc je suis satisfait, le programme du mois de décembre s'avère on va dire relativement tranquille, on continue et je poursuis cet entraînement pour garder la forme, pour être prêt et dans les starting blocks quand les courses viendront à être de nouveau organisées et que l'on puisse accrocher un dossard. Je voulais faire un petit coucou puisque j'ai reçu quelques commentaires sympathiques sur Apple Podcast. Alors, un petit message de Hatchoum qui nous dit « Absolument fan. Salut les sportifs. J'écoute Seb depuis le début de son podcast et chaque week-end, c'est la joie d'écouter le nouvel épisode. Des infos, conseils et réflexions qui nous aident à garder la motivation et qui nous aiguillent. Continue Seb, c'est un plaisir de t'écouter. » Alors merci Hatchoum, tu te reconnaîtras. Il est vrai que l'objectif du podcast, c'est vraiment de vous donner mes réflexions, des conseils, mais surtout c'est avant tout pour moi une passion et de pouvoir transmettre tout cela à mes auditeurs, je vais continuer sur les épisodes à venir. Alors aujourd'hui, nous attaquons l'Ultra Trail avec un coureur qui s'appelle Florian et qui, à la fin de l'été, s'est lancé dans une aventure de plus de 140 km, course qui s'appelle l'Échappée Belle, dans le massif de Beldon, donc on est dans les Alpes, avec, tenez-vous bien, plus de 10 000 mètres de dénivelé. Alors dans cet épisode, Florian va nous expliquer comment il s'est préparé, puisqu'il habite une région qui n'est pas montagneuse, mais également quels ont été ses ressorts pour aller au bout de cette aventure qui est vraiment un énorme défi, mais il nous dira qu'il ne s'arrêtera pas là parce qu'il a ce virus de l'Ultra Trail qui vont le conduire dans les années prochaines à relever de nouveaux défis. Alors c'est un épisode relativement long que vous allez pouvoir écouter pendant vos sorties longues, c'est de nouveau autorisé dans cette limite de 3 heures à 20 km de votre domicile maximum. En tout cas, je vous souhaite une belle écoute, c'est une belle preuve de résistance, de mental, de dépassement de soi que nous offre Florian dans cet épisode. J'en dis pas plus, je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Florian, bonjour à tous les auditeurs du podcast. Alors aujourd'hui, on va prendre un petit peu de hauteur avec un ultra trailer qui est un trailer du Loiret en la personne donc de Florian. Je vais te laisser te présenter Florian. Merci d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Bonjour Sébastien, puis bonjour tous ceux qui écoutent. Donc merci de m'avoir invité sur ton podcast de À côté de mes pompes. Donc moi je l'écoute déjà en courant et c'est quelque chose qui me fait passer le temps et je trouve ton émission super. Donc alors moi pour me présenter, je suis Florian, donc j'habite à Cléry-Saint-André. Donc c'est à côté d'Orléans, au sud de la Loire, pas très très loin de la Sologne. J'ai 40 ans, je suis marié depuis 5 ans, 2 enfants, une petite Amy qui a 10 ans et une grande fille qui a 17 ans. Donc moi je suis quelqu'un qui a toujours vécu à Orléans depuis mon plus jeune âge. Je suis en termes de métier, j'ai un métier qui me permet, donc je travaille chez Enedis, qui me permet d'être au bureau et puis aussi dehors au contact de la nature par rapport à l'exploitation des réseaux. Donc je peux faire du dépannage, être au contact avec les clients. Donc en termes de métier, c'est quelque chose qui me correspond bien. Donc voilà pour la petite présentation, Sébastien. Alors, est-ce que tu as une pratique de la course à pied qui est très longue? Depuis combien de temps tu pratiques ce sport?
Alors, je pratique depuis pas très très longtemps ce sport. J'ai commencé le sport. Donc déjà, j'ai eu une première étape quand j'étais jeune, jusqu'à mes 18 ans. Donc j'ai fait du foot au tout début quand on était petit garçon, quand j'étais petit garçon. Après, j'ai pratiqué le VTT car mon papa il a monté le club de l'USM Saran VTT. Donc j'ai pratiqué le VTT jusqu'à mes 18 ans. Donc j'ai pu faire quelques compétitions un petit peu nationales, des championnats de France, Donc bon, j'avais un niveau qui était, on va dire correct, mais pas non plus niveau international. Hein. Je me débrouillais pas trop mal, on va dire. Donc c'est quelque chose qui me plaisait le VTT, parce que c'était en contact avec la nature. J'ai vite arrêté parce que bon, à 18 ans, après on commence à vouloir sortir, et je suis rentré du coup en alternance avec mon métier, avec EDF à l'époque. Donc le sport j'ai arrêté. J'ai eu une grosse transition où je n'ai rien pratiqué. De mes 18 ans, on va dire, jusqu'à là, j'ai 40 ans. Donc ça fait 4 ans que j'ai repris le sport, on va dire. Donc jusqu'à mes 30, j'ai commencé la course à pied, on va dire, quand j'avais 36 ans. Donc j'ai eu une grosse période où je n'ai rien pratiqué. Donc enfin j'ai pris du poids, je suis monté donc jusqu'à 95, 97 kilos même. Donc à un moment, je me suis dit bon, faut que je me reprenne un petit peu en main. Donc je sais pas si c'était à cause de l'âge. J'avais quelques copains sportifs au niveau de mon entreprise, au niveau d'EDF, et qui couraient le matin, le midi. Donc je me suis dit pourquoi pas, allez, on va essayer de se remettre un petit peu à la course à pied. C'est quelque chose qui m'a plu tout de suite. Donc j'ai j'ai vraiment comment adhéré ce contact avec la nature. Alors pas forcément du trail tout de suite. Hein. J'étais vraiment course sur route. Hein, voilà, comme tous les débutants au début qui commencent. Voilà, j'ai vraiment adhéré à ce sport qui est individuel, mais aussi qui peut être pratiqué en collectif, hein, au sein de clubs ou entre amis ou avec sa femme. Enfin voilà, et on peut le pratiquer, on va dire n'importe quand. On peut le pratiquer avant le travail, on peut le pratiquer le soir après manger. Vraiment, il y a pas de limite sur voilà cette pratique de ce sport. Voilà, ça fait pas très très longtemps, c'est vrai que je cours, et après je sais pas si je vais trop vite dans ce sport-là, parce que je suis quand même passé par vraiment beaucoup d'étapes. Dire que ça, voilà, ça fait vraiment que 4 ans que je cours. Il y en a beaucoup qui me disent, bah, en 4 ans, tu arrives à faire des ultras. Bon, c'est vrai que je suis passé quand même par beaucoup d'étapes au début où il y a eu des blessures, vraiment des grosses blessures. Et la découverte de la course à pied, bah, ça me fait prendre conscience que ce sport-là, oui, c'est beau, mais il faut y aller avec progressivité. Donc, on apprend vraiment beaucoup avec ce sport-là. Pour vous dire que, voilà, au début, j'ai attaqué, on va dire, en janvier. Dès le mois de février, j'avais déjà eu ma première fracture de fatigue. Donc, une fracture de fatigue, on ne sait pas trop ce que c'est au début. On pense que c'est une entorse. Moi, voilà, dans mon cas, c'était ça. Et on se rend compte qu'avec l'IRM, bah, en fait, c'est une fracture. On a trop demandé à notre corps par rapport à ce qu'il pouvait supporter. Et après, c'est des blessures qui sont longues à soigner, on va dire entre 2 mois et 3 mois. Donc voilà, faut y aller progressivement dans ce sport. Alors, il est vrai qu'on a bien souvent un parcours qui est à l'envers de ce que tu as fait, c'est-à-dire qu'on commence quand on est jeune par la course à pied et puis on se met, quand les articulations commencent à siffler un petit peu, au vélo. Toi, tu as eu le chemin inverse. Après, voilà, ces expériences de blessures, est-ce que tu as continué à pratiquer seul ou est-ce que tu t'es rapproché d'un club? Donc alors, j'ai continué à pratiquer seul, et après je me suis rapproché du club où on a pu se rencontrer, Sébastien, donc Mauve Attitude. Euh, Ça m'a permis aussi d'être en club, de pouvoir échanger avec énormément de personnes, de prendre de l'expérience par rapport à ces personnes-là, et d'y aller avec progressivité. C'est-à-dire que après, je courais moins, je courais mieux aussi. Mais ça demandait ça demandait du temps. Enfin, sur les 4 années, on va dire que c'est pas long, mais on prend beaucoup d'expérience avec ce genre de blessure-là.
Quand on arrête pendant 2 mois de courir, la prochaine fois, quand on reprend, on y va différemment. C'est-à-dire que on sent les petites phases d'alerte qui nous disent, voilà, faut arrêter au bon moment et de bien récupérer pour pouvoir recommencer à courir et pas se reblesser. Faut vraiment être à l'écoute de son corps. Et en club, ce moment d'échange, ça permet de savoir s'écouter et de prendre les expériences des uns et des autres pour pas reproduire certaines erreurs qu'on peut faire quand on débute. Et est-ce que dans ta pratique de la course à pied, toi qui es à l'extérieur, qui aime les grands espaces, tu t'es naturellement tourné vers le trail ou tu as expérimenté la route avec peut-être des 10 km, semi-marathon, marathon, ou est-ce que tu es basculé Alors, directement vers le trail? j'ai pas basculé directement vers le trail. Au début, je faisais un mix. J'aimais bien courir dans la nature, c'est quelque chose que j'adore. La route, je cours avec ma femme depuis le début aussi, donc on court ensemble. Elle n'est pas du tout trail, donc ça me permet de courir aussi sur route avec elle. J'ai fait des expériences de 10 km, semi-marathon. Non, j'ai jamais fait de semi-marathon. J'ai l'expérience de un marathon, mais voilà, moi je suis quelqu'un qui n'est pas un coureur rapide. C'est pas le genre d'effort que j'aime, enfin voilà, c'est pas ce genre d'effort qui me procure des sensations. Un 10 km, c'est très très violent. Je crois que mon record sur 10 km, je suis vraiment loin des meilleurs. Hein. Je suis vraiment, je dois être à 44 minutes. Donc je suis quelqu'un qui est pas du tout rapide. Je suis même un coureur lent, on va dire. En marathon, j'ai mon premier marathon. Enfin, j'ai fait qu'un marathon. De toute façon, c'était celui de Paris. Je suis à 4h15. Donc voilà. Donc ces expériences sur route m'ont un petit peu. De toute façon, voilà, c'est ce que je me suis dit. C'est pas ce que je recherche. Et naturellement, mon choix était de se tourner vers des trails où il y a tout un, un cheminement à avoir pour bien réussir et franchir une ligne d'arrivée. Que ça soit sur du 30 km, du 50 km, du 80 km, et puis après sur de l'ultra trail. Chaque course est différente, mais cette notion de vitesse, je suis pas vraiment un compétiteur dans l'âme. Moi, ce que j'aime, c'est profiter et vivre des instants avec la nature et avec d'autres coureurs en course, sans me soucier forcément du chrono. Alors si je vais m'en soucier si je suis à la limite des barrières horaires, mais là, ça m'est arrivé juste sur cette échappée belle, les barrières horaires, hein, vraiment se soucier du chrono. Sinon, sur toutes les courses que j'ai pu faire en trail, que ça soit sur des 50, 70, même le 100 km, enfin le 110 que j'avais fait avant, j'étais pas en limite avec les barrières horaires. Donc, pas de notion de chrono, pas de temps, et on vit sa course comme on doit la vivre, avec tous les petits pépins qui peuvent arriver. Mais voilà, c'est de profiter de tous ces moments-là, pouvoir échanger avec des bénévoles sur un ravitaillement, échanger avec des coureurs, des expériences de course pendant la course, sur un marathon, sur un 10 km, ça, on peut pas le faire. On n'a pas le temps de discuter avec d'autres personnes. Et ces moments privilégiés qu'on a sur les trails, enfin même sur un 30 km, on peut discuter avec une personne, il suffit qu'on soit dans une montée, même si c'est sur des trails courts, que voilà, moi je pars sur des notions de trail court, trail moyen, trail long. On retrouve, voilà, on a cette osmose qu'on peut avoir avec quelqu'un que je retrouve pas sur la route. C'est vrai que sur la route, on a plus la tendance d'avoir l'œil rivé sur la montre et on trace tout droit sans se préoccuper des coureurs qui sont dans les environs. Quelle a été ta première course en trail, celle qui t'a donné l'envie d'aller toujours plus loin? C'était laquelle? Alors mon premier trail, je l'ai fait avec un de mes amis d'ailleurs avec qui j'ai commencé à courir, Benjamin. Un de mes collègues qui m'a lancé sur la course à pied et j'ai un groupe d'amis qui faisait souvent l'hivernal du Sancy, on peut choisir entre 20 km et 30 km sur cette course-là. Une très belle course d'ailleurs, qui permet de découvrir le trail sans prise de tête, sans barrière horaire. Donc ça se passe au Mont d'Or, côté Auvergnat, sur la belle région de l'Auvergne, où j'aime aller m'entraîner et puis faire de la rando d'ailleurs. C'est une course, voilà, c'est un format de course où on va dire tout le monde peut se lancer. Un 30 km, il n'y a pas forcément besoin
de réelle capacité en course à pied. Si on sait courir à un 10 km en endurance fondamentale, voilà, sans barrière horaire, on est capable d'aller se frotter un petit peu à ce terrain de jeu où il y a un petit dénivelé de 1000 mètres, 1300 mètres, je crois, sur le 30 km. Et voilà, c'est ce trail-là qui m'a fait dire, ah ouais, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin dans l'expérience du trail et puis de découvrir les autres distances. Parce que quand on commence voilà, que ce soit un 10 km en trail ou un 20 ou un 30, si on le finit bien, on a toujours, je pense, ce petit truc qui nous dit, tiens, je me lancerai bien sur un 40, tiens, je me lancerai bien sur un 50. Et je pense qu'on a toujours un petit peu envie d'aller plus loin. Il y en a qui vont être focalisés vraiment sur du trail court, 30 km très très rapide. Puis il y en a d'autres voilà qui se projettent sur d'autres formats. Moi, c'est mon cas. J'aime repousser un petit peu mes limites et aller sur des formats maintenant longs, voire très longs, parce que je prends aussi beaucoup de plaisir sur ce type de format-là. Le trail, les 30 km, ça reste vraiment aussi des formats, comme je dis, très rapides. Donc la course, voilà, il y a beaucoup de paramètres à gérer, mais je trouve que sur les longues distances, il y a encore plus de paramètres et ça m'attire encore plus, moi. Alors on verra tout à l'heure, hein, justement sur ces paramètres, comment tu organises à la fois ton matériel, à la fois ton entraînement. Quelle a été l'évolution après ce premier trail au Sancy? Tu as seulement 4-5 années d'expérience dans cette discipline. La progression, elle est quand même très très rapide pour passer de 30 km. On verra tout à l'heure que l'échappée belle, c'est quand même 150 km. Tu dis repousser les limites, avoir cette envie de défier un petit peu ton corps. Comment tu en es arrivé de 30 à 150? Quelles ont été les étapes? Alors, comme tu dis, c'est vrai que ça va très très vite pour ma part. Il y en a qui vont me prendre pour un petit peu un cinglé, qui vont dire mais il est complètement fou, faut déjà se perfectionner sur des 30, avoir on va dire 2-3 ans d'expérience. Après, on essaie de passer sur un 50, on prend 2-3 ans d'expérience. Après, on passe sur un 70, etc., etc. Moi, je me suis senti bien après mon 30 km. J'ai bien récupéré. Voilà, donc je me suis dit tiens, pourquoi pas essayer un 50 km. Donc je crois que dans la foulée, c'était la même année. D'ailleurs, j'ai tenté la Bofi 50 des Templiers. Enfin, je me suis inscrit sur les Templiers, la Bofi 50. Donc, c'est un 50 km, mais qui est très technique et avec pas mal de dénivelé, parce qu'il y a 3000 et quelques de dénivelé sur 50 km. Et moi, ce qui m'attire sur ce genre de format-là, moi, j'aime quand il y a du dénivelé. Donc, un 50 km avec 1000 mètres de dénivelé, j'irai pas le faire. Moi, ce qui m'attire, c'est vraiment d'aller chercher du dénivelé. Donc, je me suis lancé avec mes copains là-dessus, sur ce 50 km, avec Benjamin, d'ailleurs, sur la personne avec qui je parlais que j'ai commencé à courir. J'avais même un autre copain, Antoine Bruno, d'ailleurs, c'est assez phénoménal. Ce gars-là s'est inscrit sans quasiment courir et s'est inscrit avec nous en disant je ferai la course avec vous. Alors pour quelqu'un qui court quasiment jamais, faire 50 km avec 3000 de dénivelé, ça paraît infaisable. Bon, pas, enfin voilà, et concrètement, enfin, on donnait pas cher de sa peau, hein. Et finalement, ce format-là c'est passé comme une lettre à la poste, hein. On a fini en 10 heures, je crois, 10 heures, trois copains ensemble, main dans la main. On a vécu des bons moments, on a pris notre temps au ravitaillement, on s'est pas pris la tête. Donc voilà, on finit à 50 km, on est bien. On a envie d'aller chercher un petit peu plus loin. Je sais que mes deux autres copains, c'est pas du tout leur objectif. Ils veulent pas recommencer. C'est une bonne expérience pour eux. Mais voilà, moi, j'ai envie voilà, d'aller chercher un petit peu plus loin et cette étape à franchir, un 70 km. Donc voilà, ça a été l'étape d'après. L'année d'après, j'ai fait le Sancy estival. J'ai fait qui est un 60 km aussi bien exigeant avec 3400 de dénivelé. Donc ça s'est très bien passé parce que je le fais en moins de 10 heures. Donc j'étais très content de moi par rapport à mes performances. Comme je disais, je suis un coureur assez lent, mais finalement je finis dans le quart du peloton. Donc quelque part, je suis content. Je suis pas compétiteur, mais je suis content d'avoir des résultats aussi comme ça par rapport à quelqu'un qui se prend pas la tête. Je sais que j'ai d'autres collègues qui sont vachement compétiteurs. Voilà, sur ce genre de course-là, bah
ça m'empêche pas d'être devant eux. Moi, qui me prend moins la tête, je sais pas si comment mentalement ça y joue, mais je pense que si. Après ce sens-ci estival, 60 km, j'ai basculé dans une autre tranche. Je suis parti sur le domaine de l'ultra. C'était en 2019. Alors attention, il y a eu plein de petites courses en parallèle. Hein. Là, je te parle vraiment les formats de courses auxquels on monte de 20 km. Je suis parti sur l'UTMA. Pourquoi l'UTMA? C'est l'Ultra Trail du Puy-Mary. Il est classé dans un des plus beaux trails du monde, d'ailleurs, dans Endurance Magazine, Trail Endurance Magazine. Les barrières horaires sont assez acceptables, 24 heures de course pour faire 105 km avec un dénivelé de 5500. Je me suis dit, c'est quand même une belle distance pour se tester sur de l'ultra. Je considère que l'ultra trail, on va dire, il y en a beaucoup qui disent 80 km. Moi, je pense que la barrière des 100 km est on va dire, c'est une réelle barrière. Par rapport à un 70 km, le 100, c'est vraiment autre chose. C'est d'autres courses. Tu as l'impression de basculer quand tu es au-delà de 100 km. Tu sens que au niveau du corps, il se passe des choses qui le font Bien basculer sûr. dans un autre fonctionnement peut-être. Bien sûr, un 60, un 70 km, ça va rester des formats moyens qui peut être faisable entre, pour moi, qui suis coureur, je te dis comme coureur lambda qui peuvent être on peut le finir entre 9h et 11-12 heures, suivant la typologie du terrain. Mais comme je prends le Sancy estival ou le trail de Vulcain à 72 km, que j'ai fini en une dizaine d'heures. Le 100 km, on passe vraiment par d'autres étapes physiquement et on arrive tout de suite à les meilleurs vont mettre 15 heures de course. Mais on va passer la barrière des 24 heures, des 20 heures de course. Et c'est vraiment d'autres courses à gérer. On est quasiment sur le double de temps. Donc, il y a vraiment énormément de paramètres à prendre en compte, que ce soit dans la préparation et la préparation avant, parce qu'un ultra, ça se prépare avant. Ça se prépare, ça se fait et ça se prépare aussi après, dans la récupération, bien sûr. Alors, tu dis chercher du dénivelé. On habite dans la même région. Toi, tu es plus de l'autre côté de la Loire, aux abords de la Sologne. On peut pas dire que le dénivelé, tu vas le chercher dans cette région-là. Alors, comment tu fais justement pour préparer ces courses, préparer ces ultras? Tu disais aller justement dans l'Auvergne et vers le Mont d'Or pour trouver du dénivelé. Est-ce que tu as d'autres stratégies pour t'entraîner? Puis on verra sur la préparation de l'échappée belle comment tu as mis en place ces entraînements. Alors effectivement, comme tu dis, chez nous, c'est le plat pays. Il y a vraiment rien du tout. Donc c'est vrai que pour un montagnard, il viendrait chez nous. Il se dirait c'est impossible de préparer un ultra en montagne. C'est vrai que pour trouver du dénivelé, je crois que la plus grosse butte de dénivelé que j'ai, ça doit être 10 mètres de dénivelé, la butte des élus à Mézières-les-Cléry. Oui. Voilà. Bon, c'est pas du tout là-dessus que je m'entraîne. On part sur vraiment une base de beaucoup de renforcement musculaire. Beaucoup de renforcement musculaire et j'essaye d'aller aussi beaucoup en salle et faire de l'entraînement polarisé. Beaucoup de VTT aussi qui me permettent de travailler la puissance et voilà l'entraînement en salle sur du stepper, sur des marches d'escalier pour essayer de renforcer toute cette structure pour pallier le dénivelé en montagne. Alors, sachant que tu es très, très grand, enfin, plus grand que moi, je dirais, est-ce que ça peut te poser des difficultés, justement, sur montée, descente? Pour ma part, j'ai expérimenté le trail. Ça s'est fini à l'hôpital de Brive avec une bonne entorse. Voilà, je pense que ce que tu disais tout à l'heure, le fait qu'on soit dans un plat pays, on n'est pas forcément dans les mêmes conditions que les personnes montagnards qui ont l'habitude de ces terrains de jeu très escarpés. Et j'aurais, je pense, dû mieux préparer cette course pour éviter les blessures. Est-ce que toi, tu as déjà eu des expériences comme ça liées à ce plat pays et qui t'ont conduit aujourd'hui à intégrer beaucoup plus de renforcement musculaire, cet entraînement polarisé? Est-ce que tu en as tiré des expériences?
Alors, je me suis jamais blessé sur une course, je touche du bois. Mais c'est vrai que comme tu dis, le terrain en montagne par rapport à chez nous, voilà, faut savoir où poser ses pieds et être vraiment attentif par rapport à la structure du terrain. C'est compliqué de travailler, voilà, ce paramètre-là voilà, dans notre plat pays parce c'est des chemins, il y a aucune pierre. C'est du calcaire ou c'est des chemins boueux, on va dire. Si peut-être l'hiver, voilà, quand il y a les chemins boueux, on travaille la proprioception un petit peu naturellement sur les terrains. Euh, Ce que j'ai intégré, alors vraiment, depuis cette année, je suis parti sur l'école du trail à Orléans. Donc c'est Pierre Gabory qui a mis ça à l'échelle d'Orléans et je trouve voilà d'avoir intégré cette association-là, ce club, ça me permet voilà de faire tout le travail qui est compliqué à faire, tout le renforcement musculaire. Et il a des programmes, on va dire, pour travailler ce dénivelé sur le plat pays. Donc voilà, c'est vraiment des exercices qui sont mis sur des sessions d'une heure. On va pas courir énormément, on va courir 5-6 kilomètres, mais il va y avoir énormément d'exercices pour travailler la montée ou la descente. Alors après, c'est pas suffisant, mais ça permet de voilà de travailler tout ce qui est renforcement musculaire et puis pallier au dénivelé qu'on peut trouver en montagne. Après voilà, le paramètre de la descente, ça pour moi c'est un point vraiment négatif. Je suis un très 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 mauvais descendeur, mais je pense aussi qu'il me manque énormément de renforcement musculaire pour faire de la descente en courant. Bon, après, ça dépend de la typologie du terrain, parce que les Bell, c'est des descentes, mais qui sont personne quasiment ne les court. Hein. Mais sur des trails, on va dire un petit peu plus moins techniques, je me fais beaucoup doubler en descente et j'ai un gros travail moi à faire pour progresser de ce niveau-là. Mais c'est vrai que par chez nous, c'est compliqué et voilà, la base centrale, je pense, c'est le gainage et le renfort musculaire pour avoir une structure solide afin de bien descendre et pouvoir gagner quelques places ou moins souffrir dans les descentes. Parce qu'on dit toujours un trail, ça se gagne en montée, mais ça se perd aussi souvent en descente. Oui, c'est ce que beaucoup de trailers disent. Et oui, pour ma part, j'ai maintenant mis de côté cette pratique du trail, mais j'étais voilà un petit peu trouillou et peureux dans les descentes. Donc, si voilà, il commence à avoir une appréhension, ce qui était mon cas, hein, bah tu ne cours pas forcément de la même façon et bah c'est là que les blessures surviennent et c'est ce qui m'est arrivé. Donc voilà, j'ai laissé la place à d'autres personnes pour cette expérience du trail. Alors, si on se plonge maintenant dans cette échappée belle, qui a été donc ton gros défi de l'année donc 2020. On s'y prépare combien de temps à l'avance? Alors les inscriptions, j'étais pas du tout parti pour m'inscrire sur l'échappée belle. Les inscriptions, on va dire, c'était au mois de décembre. Au mois de décembre, alors en fait, je partais au début pour faire la CCC, c'est la petite sœur de l'UTMB, s'il y a des gens qui connaissent. C'est un demi-tour du Mont Blanc, c'est Courmayeur, Champex, Chamonix. Donc le tirage au sort a été négatif pour ma part, qui a été voilà, c'était négatif. Il y a énormément de monde qui veulent faire cette course-là. Hein. C'est des courses mythiques comme l'UTMB. Donc après, j'ai recherché un petit peu ce que je pouvais faire. Donc là, le Covid n'était toujours pas arrivé, bien sûr. J'avais plusieurs idées en tête, mais cette échappée belle m'a tout de suite toqué. Je me suis inscrit, ma femme elle m'a dit mais t'es un gros malade, hein, fait 149 km, 11 400 de dénivelé, tu te rends compte de ce que c'est? Alors je dis bah oui, mais tu me connais aussi, je suis malade comme tu dis quoi. Donc je dis pourquoi pas. Et après j'ai vraiment eu beaucoup de doutes parce que je me suis inscrit sur cette course-là et puis en regardant j'avais commencé à regarder des vidéos un petit peu ou des témoignages de coureurs qui m'ont dit que c'était voilà, Ligne Échappée Belle, c'était un peu le Graal comme course du trailer en France parce que c'est une course très très alpine, hein, contrairement à un UTMB ou d'autres courses. Donc voilà, je me suis engagé, mais le tirage au sort parce que cette année-là, ils ont fait un tirage au sort sur l'échappée belle parce qu'énormément de énormément de coureurs dans le monde veulent la faire. Donc ils ont mis un tirage au sort en place pour limiter aussi le nombre d'inscriptions et que tout le monde ait sa chance. Et il a été négatif. Donc j'ai pas pu me projeter tout de suite sur l'échappée belle.
parce qu'il a été négatif. J'étais sur liste d'attente et puis j'étais 50e, je crois, ouais, 50e sur liste d'attente. Alors, ça doit être frustrant quand tu es Oui. dans l'attente finalement d'une compétition que tu as cochée, que tu souhaites faire, d'être au tirage au sort, avoir une réponse négative. On doit être voilà un petit peu impatient justement que cette liste d'attente se vide pour pouvoir récupérer la liste principale. Ouais, très très frustrant, parce que 50e, bon après on contacte l'organisation, ils nous disent que il y a de grandes chances qu'on soit repris parce qu'il y en a beaucoup qui se blessent pour les préparations. Donc on va dire que 50 coureurs avant, il y a de grandes chances qu'on soit pris. Là-dessus, il y a eu aussi le Covid qui est arrivé. Alors là, ça a été très très compliqué, grosse baisse de morale parce que pour pouvoir s'entraîner dans un rayon d'1 kilomètre puis 1 heure par jour, bah voilà, c'est très frustrant parce que préparer une échappée belle avec un Covid et puis enfin préparer déjà une échappée belle on sait si on va peut-être pas la faire. Donc voilà, c'est moralement c'est usant, mais il faut quand même pouvoir s'entraîner un petit peu au cas où on est repêché et voilà, c'est ce que c'est pas au dernier moment qu'on part sur une échappée belle en disant bon bah je m'entraîne le dernier mois. Donc j'ai essayé de maintenir un niveau qui a été plutôt acceptable durant le confinement, sans jamais dépasser les 1 heure par jour et puis mon kilomètre. Hein, donc j'ai fait le hamster des fois dans mon jardin, ça m'est arrivé. Voilà, comme beaucoup de coureurs. J'ai fait beaucoup de renforcement musculaire et en attente voilà de cette décision du tirage au sort que j'ai su début juillet. Donc ça a été très très tardif pour D'accord. une course au mois d'août. Ouais. Donc du mois de décembre jusqu'à la première inscription, jusqu'à ta validation, tu t'es entraîné en disant peut-être je ne serai pas pris et ça ne passera peut-être pas. Mais tu avais cet espoir de pouvoir être repêché et d'être sur la liste principale. C'est ça, tout à fait. Ouais, voilà. Alors, une fois que le déconfinement s'est opéré, est-ce que tu as pu là lâcher un petit peu les chevaux au-delà du kilomètre et au-delà d'une heure maximale? Comment s'est réalisé ton entraînement? Comment tu l'as axé? Alors bien sûr, j'ai réaxé complètement mon entraînement. Je suis un coureur aussi qui va courir moins pour courir mieux. Et qui va faire beaucoup d'entraînement polarisé parce que si je sais que si je vais monter mon nombre mon volume kilométrique en course à pied, je risque de me blesser, je me connais. Donc j'essaye de baisser, enfin d'avoir un volume constant de kilomètres en course à pied, mais voilà, de faire beaucoup d'autres sports à côté. Le VTT m'aide énormément. Au lieu des fois de faire une sortie très longue de course à pied, je fais une sortie très longue de VTT. Partir voilà 6-7 heures avec mon VTT, voilà, ça va, il n'y a pas de choc sur les articulations et ça me permet de compenser et puis de pouvoir m'entraîner pour ce genre de course-là. Et ton côté sportif, donc VTTiste quand tu étais jeune, est-ce que tu penses que ça t'a aidé justement sur le plan de la résistance, sur le plan de l'effort? Non, je pense pas. Je pense pas parce que je pense que j'ai tout oublié du VTT. C'était des courses, je faisais du X-Country, donc c'était des courses assez rapides. On va dire, c'est pas du tout le même effort. J'étais pas la même physio. Enfin, voilà, mon corps était pas fait pareil. Euh, pour préparer une échappée belle, voilà, comment il faut il faut partir sur d'autres efforts. En entraînement, on va partir voilà sur des sorties longues, voire très très longues. Il faut pas avoir peur d'intégrer de la marche. Moi, je pense que quand on prépare un marathon, on va essayer de travailler une allure spécifique de marathon. On veut faire un marathon à 10 km/h de moyenne, on va essayer dans son entraînement d'intégrer des sorties très longues à 10 km/h de moyenne. L'ultra trail, une échappée belle, voilà, le meilleur Daen, François Daen la gagne en 24 heures. Ça fait pas une grosse moyenne au niveau du kilomètre final. Moi, je vais essayer de travailler sur des allures que je vais avoir en course.
Donc, je vais essayer de partir. Bon, VTT, c'est différent, mais voilà, si je vais faire des sorties longues en course à pied autour de chez moi, je vais faire beaucoup de rando-course. C'est quelque chose que je pratique beaucoup avec mon sac, comme si je partais sur la course, hein, qui est un petit peu chargé aussi. Et voilà, je vais courir 8 minutes, je vais marcher 3 minutes, mais de la marche vraiment active, quoi. Et je vais essayer de sortir pendant 30, 40 kilomètres en faisant ça. Et je me rapproche sur mes allures de course. Et je trouve ça vachement bénéfique pour le corps parce que il est moins impacté que si je faisais une sortie que de course à pied de 30 à 40 kilomètres. Donc tu habitues ton corps, tu le prépares aux conditions de course, même si dans la région donc c'est relativement plat, mais sur cette alternance de course et de marche. Et est-ce que durant cette préparation, tu as pu intégrer des courses, on va dire préparatoires, qui t'ont permis de valider peut-être du matériel, de l'alimentation, ou est-ce que tu as vraiment travaillé de décembre jusqu'au mois d'août sur de l'entraînement avec pour seul objectif cette échappée belle? Alors bien sûr, faut se tester au niveau alimentaire. Ça, c'est primordial. On peut pas partir sur un ultra en disant je teste ça ce jour-là, que ça soit alimentaire ou que ça soit au niveau de l'équipement, hein. Au niveau des courses préparatoires, j'ai eu la chance de faire Vulcain donc juste avant le confinement, parce que Vulcain c'était le week-end d'ailleurs, je crois 2 semaines avant le confinement, hein. Donc ça m'a permis de faire un 70 qui s'est bien passé, puis c'était tester un petit peu d'alimentation parce que je devais faire l'ultra du Pas du Diable au mois d'avril, début mai. Donc en fait, voilà, ma saison ça devait être ça, Vulcain, ultra du Pas du Diable, et puis la CCC. Donc après le Covid est venu chambouler un petit peu tout ça. Pas du Diable était annulé et donc du coup il y avait que cette échappée belle qui au niveau des courses était faisable, voilà, en respectant le protocole. Voilà, j'ai testé donc à Vulcain de l'équipement. Bon, l'équipement, je le connais, je l'ai toujours. C'est quelque chose que maintenant au niveau des courses, j'utilise toujours la même chose, hein, donc ça, mon équipement, je le connais. Mais niveau alimentaire, j'ai bien testé de nouvelles choses. Et effectivement, c'est pendant l'entraînement ou pendant surtout l'entraînement, pas pendant une course comme type Vulcain sur un 70, on peut pas se permettre non plus de tester tel ou tel produit alimentaire. J'ai mes petites habitudes, moi, quand je cours, j'aime bien avoir certains types de barres que je prends, certaines petites friandises qui peut donner du baume au cœur quand on a un petit moment de moins bien, parce que voilà, j'aime bien ces petits moments-là. Mais ouais, niveau alimentaire, faut vraiment vraiment se tester en entraînement. Est-ce que tu profites ensuite des ravitaillements qui sont proposés sur les courses ou est-ce que tu es vraiment en autonomie totale avec ton ravitaillement? Alors j'aime bien profiter des ravitaillements, hein, parce que je suis un coureur qui aime bien prendre son temps aussi. Attention, je reste pas une demi-heure ou trois quarts d'heure en train de manger du saucisson et du fromage comme ça peut être proposé, mais ça fait énormément de bien de pouvoir manger ce genre de choses-là. Ouais, j'aime bien tous ces petits moments de course où comme on arrive à un ravitaillement, déjà on l'attend déjà depuis assez longtemps, généralement. Quand ça fait 2-3 heures qu'on court, voilà, ce qu'on pense en premier lieu, c'est le ravitaillement, quoi. Donc c'est un moment où ça permet de se poser et puis de reprendre un petit peu de force avec du salé, avec tout ce qu'ils mettent en place sur les ravitaux, de bien s'hydrater et puis de repartir sereinement sur une autre portion de course. Parce que moi, je découpe vraiment mes courses par rapport au ravitaillement. Je pense jamais, voilà, si on prend le cas de l'échappée belle, je me dis pas à la fin de la course, enfin, je me projette pas aux 150 kilomètres. Je découpe ça vraiment au nombre de ravitaillements. L'échappée belle, c'est 10 ravitaillements. Je me dis, le ravitaillement, c'est 16 kilomètres, c'est Arcel, le premier, admettons. Voilà, ma course, la première course que je vais faire, c'est ça. C'est le ravitaillement 1, Arcel. Et après, on fait le point là-haut et on pense à la deuxième partie de course qui va être voilà, refuge de l'Apra, 10 kilomètres pour y aller, 1400 dénivelé. Voilà, je découvre vraiment toutes mes courses comme ça. Et les ravitaillements, ça me permet déjà de faire un point sur ce qui va pas et voilà de me projeter sur la suite de la course.
Alors là, tu découpes vraiment comme on pourrait découper un 10 km. Voilà, on se donne comme objectif un temps de passage au kilomètre suivant. Toi, c'est ravitaillement après ravitaillement avec et le dénivelé qui vient justement apporter toute cette difficulté-là. Dans ta préparation, Florian, est-ce que tu as eu des moments de doute entre décembre et l'organisation et le déroulement de ta course? Est-ce qu'il y a eu des moments de moins bien, où la forme était un peu moins présente, l'envie un petit peu moins présente, ou est-ce que tu es monté crescendo? Forcément, avec le confinement, je te cache pas que des moments de doute et des moments de moins bien, il y en a eu pas quand même beaucoup. C'est frustrant de pas pouvoir s'entraîner comme on veut. Et puis le doute, c'est frustrant de savoir si on n'est pas pris. Donc, du coup, sur l'échappée belle. Et donc oui, il y a eu beaucoup de moments de doute et de savoir si on est prêt sur ce genre d'épreuve-là. Parce que je pense que j'ai fini cette HPB belle, mais physiquement, je sais pas si j'étais prêt à la faire parce que j'ai vraiment souffert vraiment. C'est une épreuve qui est vraiment pas à prendre à la légère pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'ultra. C'est pas sur ce genre de course-là que je lui dirais d'aller direct. Je pense qu'il faut un gros niveau d'expérience pour aller taper ce genre de course-là. J'avais pas assez d'expérience, ça c'est sûr. Je l'ai fini, ça c'est sûr. Mais voilà, à quel prix, ça m'a demandé beaucoup de ressources. Donc oui, les doutes, il y en aura sur chaque course que je vais me projeter prochainement, parce que chaque course est vraiment différente. Ça se trouve sur un ultra avec moins de dénivelé, moins de kilomètres, j'abandonnerai. Chaque course est vraiment différente. Il faut se projeter sur la course sur laquelle on se prépare et bien prendre. Ça se prépare vraiment en amont ce genre de course-là. Toutes les courses se préparent en amont. Il faut regarder la topologie du terrain, il faut regarder le nombre de dénivelés, il faut regarder ce qu'on va emmener, il faut regarder ce qu'on va manger. Donc voilà, il y a les doutes. Je pense que sur chaque course, ils sont là. Donc il faut il faut les prendre en compte. C'est un paramètre de stress qu'il faut avoir en tête. Il sera tout le temps là jusqu'au départ. Quel est le rôle de ta famille dans toute cette préparation? On verra que ton épouse a été très présente sur la course et d'autres personnes qui t'ont accompagné durant toute cette échappée belle. Mais pendant la préparation, quel est le rôle de tes proches, de ta famille? Parce que ça demande du temps pour préparer. Tu dis avoir 2 enfants, une femme également. Donc comment ça s'intègre dans un agenda familial? Alors on essaye de pas voilà, j'ai une petite femme qui est adorable déjà là-dessus, il n'y a pas de souci, je l'en remercie assez. Après, ma grande fille, elle se gère, on va dire, toute seule, elle a 17 ans. Bon, l'âge des enfants fait que maintenant ils sont quand même autonomes. J'arrive aussi à pouvoir planifier des entraînements, on va dire un petit peu comme je le veux. C'est vrai que ça prend beaucoup de place dans mon temps privé, mais j'arrive à mettre, ça m'empêche pas dans ma vie, la vie avec la famille, j'essaye d'être toujours présent pour les moments familiaux. Hein. Voilà, c'est quelque chose de très important parce qu'il faut pas que ça devienne une contrainte pour le reste de la famille. Donc mes entraînements, je les base par rapport voilà, s'il faut aller courir très tôt le matin pour être un repas le dimanche midi, bah faut aller voilà, j'y vais quoi, je cours très tôt le matin, je pars pas à 10 heures pour revenir à 14 heures et avoir loupé le repas de famille. Donc côté de mes entraînements, j'essaye d'adapter vraiment pour pas mettre en contrainte la vie familiale. Donc bien entouré sur ce plan-là, ce qui fait que voilà, le moral est également bon avec l'appui et le soutien de la famille. Au niveau, si on se projette maintenant les quelques heures ou les quelques jours avant la course, qu'est-ce qu'on doit emporter pour une aventure de 150 km en pleine montagne? Quel est le contenu du sac? Ah, le contenu du sac, il est assez énorme. D'ailleurs, quand on le prépare, et puis donc ça se prépare, on va dire un petit peu une semaine à l'avant. J'essaye de regarder. J'avais déjà regardé un petit peu le matériel obligatoire, forcément sur le règlement du site. Hein. Mais quand on voit le matériel qu'on doit emmener, on se dit voilà, il faut déjà comment ça va faire pour rentrer dans le sac.
Donc bon, après, il existe quand même beaucoup de vêtements assez techniques, assez légers pour faire en sorte que ça soit le moins lourd possible. Donc j'essaye de la semaine d'avant de faire une checklist avec tout ce que je veux emmener le jour de la course sur moi. Après, il y a une checklist de tout ce qui va m'accompagner sur les bases de vie. Donc un autre sac pour mettre une chaussure de rechange, les chaussettes de rechange, plein de choses que j'aurais besoin ou peut-être pas besoin, mais il faut l'anticiper tout ça. Et voilà, j'essaie de préparer ça tranquillement la semaine d'avant. Et pour pas, enfin, c'est quelque chose que voilà, qui se prépare pas la veille de la course. Mais on emmène beaucoup de matériel, hein. Donc c'est le sac, je sais plus, je l'ai pesé, je crois. On arrive à 6-7 kilos en plus, hein, sur un sac d'ultra, parce que même si sur l'échappée belle, ils n'ont pas annoncé de pluie, il faut quand même emmener une sous-couche polaire, il faut quand même emmener une sous-couche thermique, il faut quand même emmener un pantalon de pluie, faut emmener le coupe-vent. Forcément, on est dans des altitudes assez élevées. Le temps tourne vite en montagne, on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc même s'ils annoncent beau temps, il faut pallier à tout ça parce que l'organisation, elle doit pas être, elle doit pas être mise à contribution pour un coureur qui a oublié tel ou tel équipement. Et c'est vrai que on rajoute en plus la difficulté du sac à se déniveler et à la fatigue accumulée par le nombre de kilomètres. Donc voilà, c'est un paramètre également à prendre en compte, tout ce matériel. Et donc un sac supplémentaire pour voilà les ravitaillements à venir et les différentes bases de vie. La nuit d'avant, est-ce que tu as bien dormi avant cette course? Oh là là, non. À chaque course, de toute façon, les nuits d'avant, je dors mal. C'est très très compliqué. Pourtant, je sais qu'il faut que je dorme. Enfin, faut essayer de bien dormir, mais on va dire que c'est pas trop gênant. Ce qui est très très important, c'est le sommeil les semaines avant ce type d'épreuve-là. Faut essayer de dormir le maximum. Moi, je me dis un minimum 8 heures, 9 heures de sommeil euh, pour avoir emmagasiner le moins de fatigue possible. Ça, c'est très très important les semaines avant course, comme l'alimentation. Ça, c'est un facteur vraiment sommeil et alimentation. 2-3 semaines avant sont vraiment. Même l'alimentation, c'est même des mois avant. Et voilà, le sommeil, le sommeil, c'est pas le jour J. Si on dort pas, c'est pas très très grave. Faut essayer de dormir, mais de toute façon, il y a le stress de la course. Donc, et puis de toute façon, sur des départs à 5h30 du matin, moi j'aime bien me lever 3 heures avant pour manger. Donc on va dire que la nuit, elle est très très courte d'origine. Et comment on se sent alors quand le starter va pas tarder à ressentir les quelques minutes qui précèdent le départ? On se demande ce qu'on fait là, on se dit est-ce qu'on a bien fait de faire tout ça ou est-ce qu'on est vraiment dans l'impatience? Comment tu te sentais? Je sais que tu étais entouré de tes proches justement sur la ligne de départ. Qu'est-ce qu'on leur dit? Quels sont leurs derniers mots avant le départ? Alors, il y a juste ma femme qui m'a accompagné sur cette échappée belle. Les enfants n'étaient pas là parce on va dire que pour ma femme, enfin pour les accompagnants, ceux qui suivent des courses comme ça, c'est un ultra aussi pour eux, hein. Ils dorment pas, hein. Donc les enfants, c'était pas possible de les faire venir sur. Puis de toute façon, c'est pas des sportifs, donc monter pour aller au ravitaillement, ça les aurait pas forcément intéressés. Gros moment de doute sur une ligne de départ comme ça. J'adore les départs, j'adore cette émotion qu'elle procure. Les musiques qui donnent des frissons. Chaque course a sa musique. L'échappée belge, je trouve qu'il y avait pas, enfin, il y avait pas de musique, donc c'est un petit peu, je trouvais ça un petit peu dommage. Mais il y a un autre moment fort sur cette échappée belge, c'est que on est parti par vague en fonction de sa cote ITRA. Par rapport au Covid, ils avaient mis un protocole en place, donc on était une centaine de coureurs par vague, hein. Je crois qu'au total, il y a 600 coureurs sur l'échappée belle. Donc il y avait une centaine de coureurs par vague. Donc pas forcément de musique au départ, mais voilà un gros briefing du speaker qui rappelle bien que l'échappée belle, il y a quasiment 50% qui n'arriveront pas à faire sonner la cloche à Aigbel, qu'elle n'est pas à prendre à la légère, qu'il faut leur maître mot, c'est gestion. Donc il y a vraiment, on se regarde tous entre coureurs,
c'est vraiment déjà un moment privilégié d'être sur cette course-là par rapport à toutes les autres courses qui ont été annulées. Donc, on se sent déjà privilégié. Et voilà, vraiment par rapport à ce que dit le speaker, ouais, là, des doutes vraiment s'installent. Est-ce que j'ai bien fait de m'inscrire sur cette course-là? Florian, je pense que tu as vu trop haut. Ma femme qui me regarde, ouais, je me souviens de ces regards-là, comme la grosse boule au ventre. Hein. On part. Moi, je sais que je m'étais pas projeté sur un chrono. Je m'étais dit finir, c'est l'objectif. Mais après, voilà, je me suis dit si je fais entre 45 et 54 heures, voilà, la barrière horaire, ce sera bien. Donc ouais, le doute, vraiment un très très gros doute sur cette ligne de départ, et puis des émotions en regardant ma femme qui me laisse partir sur cette belle aventure, parce que avant tout c'est un long voyage, un ultra. Oui, tout à fait. Je pense que là, on part aussi sur l'inconnu. Est-ce que tu connaissais déjà la région ou est-ce que c'était une totale découverte pour toi? Totale découverte du massif de Beldon. Puis d'ailleurs, je m'en souviens encore maintenant. Je pense que ça restera gravé dans mes mémoires. Le massif de Beldon, voilà, c'est une totale découverte au niveau de la typologie du terrain. Après, je savais un petit peu à quoi m'attendre parce que je m'entraîne. Alors, même si j'y suis jamais allé, en échangeant beaucoup et en regardant beaucoup les témoignages d'échappées belles, donc c'est un parcours très 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 rocailleux, mais alors, vraiment. Euh, Comment dire, c'est très très technique. Mais comparé à tous les autres tracks qui puissent se faire en France, je pense que il y en a quasiment pas d'aussi technique. On compare les temps des vainqueurs de l'échappée belle. François Daen la gagne en 24 heures sur un 149 km et 11 400 de dénivelé. François Daen, il gagne l'UTMB, je crois que il l'a gagné en 19 heures en 2015 ou 2017 pour 170 km avec 10 000 de dénivelé. Donc il met 5 heures de moins sur l'UTMB avec plus de kilomètres. L'échappée belle, il y a 20 kilomètres de moins. Il y a 1000 mètres de dénivelé de plus que l'UTMB. Enfin voilà, ça met la difficulté de la course hein, direct. Hein. Oui, tout à fait. Même la diagonale des fous, elle se gagne en je crois, je sais plus en combien elle se gagne la diagonale, 23 heures, je crois, entre 23 et 24 heures pour le meilleur. Sur 170 km. Donc, c'est exactement le même temps que l'échappée belle. Mais voilà, il y a du dénivelé, il y a du kilomètre en moins sur l'échappée belle. Donc voilà, vraiment la technicité du terrain n'est pas à prendre à la légère. Et j'ai pu aller travailler sur le terrain j'ai la chance d'aller souvent en vacances au niveau du Cap d'Agde dans l'Hérault, et il y a le terrain de jeu d'Antoine Guillon là-haut, qui est un spécialiste de l'ultra, et on appelle ça le massif du Carou, qui est la petite Corse languedocienne, qui est un terrain qui est très 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 rocailleux et qui se rapproche vraiment du terrain du massif de Meldon. Donc j'ai beaucoup travaillé aussi cet été là-haut pendant ma période de vacances en juillet. Je savais à quoi un petit peu m'attendre sur 150 km. Et déjà, quand je faisais mes sorties longues dans le massif du Carou en 6 heures et que le corps il prend cher en 6 heures, voilà, c'est pour ça que les doutes au départ de l'échappée belle, je me dis sur 40 heures ou 50 heures de course, ça risque d'être compliqué et forcément, voilà, les doutes s'installent. Alors effectivement, avec une telle distance, on peut s'attendre à des moments de souffrance. Est-ce que tu pourrais faire un petit résumé de ta course? Comment tu t'es senti sur ces premières bases de vie, ces premiers ravitaillements? À quel moment voilà, tu as vraiment pris du plaisir? Et puis on abordera le côté un petit peu plus souffrance et dépassement de soi, hein, parce que là, je pense qu'après, c'est le mental qui va guider la plupart de tes kilomètres. Le départ de l'échappée belle, de toute façon, c'est direct. On attaque une côte sur 35 bornes. Hein. C'est voilà pour aller chercher un des plus hauts points de la course, la croix de Beldon. Alors, je crois qu'on passe, ce que j'avais noté, hein, de 250 mètres à plus de 3000 mètres, c'est ça? Donc, il y a un dénivelé qui est énorme. C'est ça, et la moyenne de la course en dénivelé, je crois qu'on est à 2200 mètres d'altitude, je crois, sur toute la longueur, dans ces eaux-là, un petit peu. En gros, la course, comme dit le speaker, c'est gestion, gestion, gestion. Donc, c'est de pas partir forcément vite. Hein. Et de toute façon, ce départ de course-là, les 100 coureurs sur la vague avec qui je suis parti, ça part sur un petit jogging tranquille, allure vraiment
normal. De toute façon, il y a 1 kilomètre de plat, puis après, on sort direct les bâtons pour attaquer la montée. Donc, c'est vraiment des départs de course ultra, ultra prudents. On va pas aller se mettre dans le rouge, on va pas aller chercher à monter le cardio forcément. Le cardio va jamais monter d'ailleurs tout de suite. Hein. C'est de gérer après tout de suite les bons paramètres, que ça soit l'alimentation. Faut aller chercher tout de suite. Faut pas tomber. Faut pas tomber. Il faut régler ces petits paramètres là juste avant que le coup de moins bien il arrive. Pour pouvoir être à chaque fois bien sur la durée de enfin essayer d'être sur la totalité, d'être au mieux sur la totalité de la course. Tu te donnes des objectifs, c'est-à-dire tous les kilomètres ou tous les 30 minutes, je vais boire, je vais manger sans attendre forcément un ravitaillement qui est peut-être lointain et qui est difficile peut-être à prévoir au niveau timing. Comment tu fonctionnes? Tout à fait, ouais, je fais ça. J'essaye de boire des petites gorgées toutes les 5-10 minutes et de manger, on va dire, tous les 3/4 d'heure, une demi-barre. Bon, après, je prends des gels, un petit peu moins. Ou après, moi, j'aime bien tout ce qui est compote aussi. Donc voilà, essayer de manger régulièrement, boire régulièrement. Parce que si le paramètre de l'alimentation foire, on va dire, on va sur un abandon quasiment à 90%. Il y a énormément de personnes qui souffrent de problèmes d'alimentation, qui peuvent plus rien manger après 10 heures de course ou 24 heures. Concrètement, c'est impossible d'aller à la fin d'une course si on n'arrive plus à s'alimenter. Et sur ton fonctionnement, parce que vous avez eu également, je pense, une météo qui n'était pas forcément très propice, gros coup de chaleur. Est-ce que ça, c'est un paramètre supplémentaire à prendre en compte dans la difficulté justement liée à la course? Ouais, effectivement, il faisait très très chaud sur ce vendredi quand on est parti d'Aiguebelle, hein. Enfin le matin, je sais plus, je crois qu'il faisait une vingtaine de degrés déjà à 5 heures, un peu plus de 20 degrés déjà à 5h30 du matin. Et donc ils ont annoncé 35 degrés hein, sur le massif de Beldam. C'est vrai qu'en montagne, 35 degrés, c'est un peu comme à la plage, sauf qu'on ressent pas forcément l'effet de la chaleur, mais pourtant le soleil il tape pareil. Hein. Donc il y a énormément de ces facteurs d'eau qui sont très très importants à prendre en compte parce que voilà, c'est ça, cette chaleur-là, si elle tombe dessus et puis que t'as pas anticipé, bah tu vas, voilà, problème de déshydratation directe. Hein. Donc faut essayer de pallier entre chaque ravito, parce qu'entre chaque ravito, il faut y avoir entre 8 et 9 heures de course. Voilà, de bien gérer son alimentation et son hydratation. Alors, je pense que quand tu as cette expérience, tu as déjà testé, bon, tu dois te connaître un petit peu, mais est-ce que les difficultés, elles sont venues comme tu les prévoyais ou elles sont survenues un petit peu plus tôt? On parlait tout à l'heure de cette barrière des 100 km. Est-ce que là, le corps a commencé à montrer des signes de fatigue avant ces 100 km? Ouais, alors effectivement, comme tu dis, là, sur mes 100 km, j'avais eu des difficultés, on va dire, à partir, enfin, sur l'UTPM hein, que je parle, au niveau de cet ultra-là. La difficulté est arrivée à partir du 90e, je crois. Là, sur l'échappée belle, je me suis vraiment posé des questions à la première base vie. Je suis arrivé au Pléné, non, si, à la base vie du Pléné, 60 km, j'étais à 19 heures de course. Je me suis dit dans ma tête, je dis c'est pas possible, 19 heures de course, 60 km. Non mais tu te rends compte, j'ai jamais fait une course où j'ai mis 19 heures pour faire 60 km. Quoi. Le Sancy en 9h30 je le fais. Donc là je me suis dit mais c'est incroyable quoi. Les premiers doutes on dit là je finis quasiment pas cette HPBL. Belle. Concrètement c'est ça. Hein. Et avoir aussi mal aux jambes après 60 km, mais puis qu'il en reste il en reste 90 derrière. On se demande comment c'est possible d'aller chercher ces 90 autres kilomètres restants et de faire sonner cette cloche. Donc concrètement, l'idée de l'abandon n'est pas arrivée tout de suite, mais les doutes que j'avais au départ commencent vraiment à s'installer à partir de 60 km de course. Je suis arrivé à la base vie du Pléné, ma femme m'attendait.
Donc une base vie, c'est comme un gros ravitaillement, sauf qu'on a la possibilité là sur ce genre d'épreuve-là de se faire masser. Il y a des kinés qui sont là, c'est des petits jeunes bénévolement, ils sont adorables d'ailleurs, et puis ou des podologues qui peuvent te soigner. La base vie, généralement, on peut aussi manger. Là, c'est très bien organisé. On a un repas chaud, On peut aussi se doucher. Donc c'est un moment, on va dire, où là, je suis arrivé. J'ai dit, ma femme, elle m'a dit, écoute, pose-toi. Je lui ai dit, ouais, je me pose, c'est sûr, mais va falloir que je me fasse soigner les pieds parce que même après 60 km, les pieds commençaient déjà à prendre cher, comme on dit. Moi, je suis très sensible au niveau de ça. Et puis au niveau de mes muscles. Donc je lui ai dit, chérie, je dis là, déjà, avant de manger, de repartir, là déjà, je vais me faire soigner mes pieds. Donc j'étais voir les podologues. Donc là, on commence à me percer les ongles, on regarde les ampoules, voir ce qui est. Donc là, ils me rassurent parce que moi, pour mes pieds, ils sont déjà morts. Hein. Mais eux, ils me rassurent, ils me disent non, mais t'inquiète pas, tes pieds vont bien. La première féminine, elle est passée. Comment elle avait la peau des pieds en dessous, on lui a enlevé 5 cm de peau et puis on lui a fait un strap, elle est repartie en courant. Donc toi tes pieds ont rien, il n'y a pas de souci. Ah ouais, mes pieds ont rien, mais ouais, faut quand même. Hein. J'ai du mal à marcher déjà, au bout de 60 km. Donc ils sont rassurants, il n'y a pas de souci. Enfin, moi ils m'ont pas fait mal, c'est un paramètre d'ailleurs à prendre en compte ça, les pieds. Les cuisses au niveau des kinés, j'avais énormément mal au niveau des cuisses, au niveau des quadris. Donc ils m'ont fait des massages drainants où c'est le genre de massage où tu peux pas t'endormir, mais qui te font un bien fou, tu repars, t'es quasiment remis sur pied. Et après cette base vie là, j'ai mangé un repas chaud et puis je suis reparti, on va dire, comme remis à neuf, hein, bien un peu comme une voiture qui rentre au stand, on lui change ses pneus. On repart bien. On repart au niveau mental, tout va bien. Tu revois ta petite femme, t'es requinqué. Tes jambes, elles ont été soignées. Tes pieds sont soignés. Tout va bien. Là, je sais plus, base vie du plein il était. Là, je crois qu'il était 2 heures du mat. Ouais, 2 heures du matin. Donc, on attaque cette première nuit plutôt sereine. Oui. Et donc, tout seul, en pleine nuit, à la frontale, ou est-ce qu'il y avait des personnes autour de toi? Parce que je sais qu'il y a eu quelques personnes qui ont pu t'accompagner pour te guider un petit peu, ce que tu appelles des pacers qui vont justement prendre un petit peu la conduite de la course pour t'accompagner, parce que je pense que moralement aussi, ça doit être compliqué. Alors, le système de pacer, c'était sur la deuxième nuit. D'accord. Déjà la première nuit là, donc je suis reparti comme je te disais, vraiment requinqué, mais vite fait la fatigue va commencer à arriver. On en arrive là j'étais à 19 heures au plein 3-4 heures après de course en pleine nuit. Là vraiment la première grosse fatigue va arriver. Vraiment une fatigue où on s'endort, on commence à s'endormir dans les montées. Donc là j'étais avec plusieurs personnes mais que je connaissais pas. Et du coup, avant le petit matin, on s'est tous regardés, on était 3 et on s'est dit il faut qu'on dorme. De toute façon, on titubait les uns et les autres dans les montées. C'était limite un petit peu dangereux d'ailleurs. Mais voilà, on décide de dormir. Alors, pour moi, c'est une première parce que j'ai jamais dormi sur mes courses. Même sur l'UTPMA, c'est pas une course où j'ai dormi. Mais voilà, je sais que va falloir que je gère ce paramètre-là que j'ai jamais fait. Donc, je sais que j'ai entendu beaucoup parler des micro-siestes. Donc, dans le groupe avec qui j'étais, il y en a un qui avait l'habitude qui avait beaucoup d'expérience sur l'ultra et il a décidé de mettre sa montre et puis de faire une micro-sieste de 15 minutes. On l'a suivi. Et effectivement, ça requinque bien une petite micro-sieste en pleine nature, voilà, avec sa couverture de survie, ce qu'il faut pas avoir peur de dormir n'importe où, hein. Voilà, c'est ça, on choisit pas ce paramètre de la fatigue qui tombe dessus. Voilà, faut essayer de l'anticiper. Même si on n'a pas envie de dormir à un ravitaillement, faut presque voilà se dire, faut que je dorme même si j'ai pas envie de dormir. Ça a été un petit peu mon erreur sur cette première nuit-là, c'est de dormir un peu dans la nature 4-5 heures après la base vie, alors que juste avant, j'avais de quoi dormir avec des petits lits. Confortablement installé, oui. Ouais, mais à ce moment-là, voilà, j'avais pas envie de dormir. Donc, ça, c'est les petits paramètres que je gérerai la prochaine fois. Alors, à l'aube de cette deuxième journée,
le moral, il est comment? Ça commence vraiment à tirer? Est-ce que tu as hâte peut-être de retrouver ton épouse sur le prochain ravitaillement? Comment comment ça se passe? Alors, ça a été très, très compliqué. Ça a commencé au petit matin, quand les coureurs du 87 km, eux, ils sont partis à 6 heures du matin du Pléné, là où j'ai eu ma base vie à 2 heures. Et moralement, là, ça commence à être compliqué parce que tous les coureurs du 87, les élites, sont passés, nous ont doublés, quoi. Donc ça a été tout le temps gauche, droite, arrête-toi, tu t'arrêtes, tu te laisses passer, tu t'arrêtes, tu te laisses passer. Donc puis bon, moralement, c'est usant de voir des mecs, quand tu vois Mimi Cocta qui double avec le cardio à 200 à l'heure et qui court à 13 sur un faux plat, c'est usant. Moralement, tu te dis c'est pas possible, quoi. C'est inhumain. J'arrive à la base vie du Glaisin et sur le petit matin, je retrouve ma petite femme, le regard vraiment vide, hein, je suis vraiment usé. J'ai jamais connu ce type de fatigue-là. Et je sais que là, je vais attaquer un des gros cols de l'échappée belle, le col du Morétan. Le Morétan, c'est 1400 de dénivelé pour, je crois que 4 ou 5 kilomètres. Donc, je sais que là, je vais prendre très très cher avec le corps fatigué. Euh, donc, et puis une journée voilà, après le paramètre du jour qui se lève, ça me redonne un petit peu de baume au cœur. Je me dis, c'est une nouvelle journée, la nuit elle est passée, elle a été compliquée, voilà. Euh, donc j'entame cette montée au Morétan, fatigué, mais voilà, j'y vais tranquillement à mon rythme. De toute façon, un pas devant l'autre, hein, on peut pas faire autrement quand on est sur ce genre de course là. C'est que on peut pas courir, c'est pas possible. Et voilà, et on avance. Et puis je regarde pas forcément encore les barrières horaires parce que je suis pas proche des barrières horaires, donc j'ai le temps. Donc je me prends pas la tête, j'ai un pas devant l'autre et on y va et on prend, comme je te disais tout à l'heure, la course suivant le ravitaillement suivant et et on essaye d'avancer un pas devant l'autre. Alors au niveau de la souffrance, tu le dis, hein, c'est un pas devant l'autre, on avance petit à petit. Tu faisais part également d'avoir subi des hallucinations. Ça c'est intervenu à partir de quel moment et qu'est-ce qui se passe justement dans cette phase où le corps commence à halluciner? Alors, les hallucinations, c'était la deuxième nuit. Euh, la- c'est quand j'ai retrouvé mon passeur. Alors la nuit, la journée du samedi, déjà un petit peu avant pour remonter un petit peu le temps, a été compliquée niveau mentalement. J'ai beaucoup pleuré pendant la course. Ça a été une période de la journée, le samedi après-midi, avant de retrouver mon passeur, le samedi soir, la deuxième base vie de super collé. L'après-midi, je sais pas combien de litres de larmes j'ai pu, euh, j'ai pu verser. Mais mentalement, ça a été un des moments très très durs sur cette échappée belle, parce que ma femme n'avait pas pu me retrouver sur un ravitaillement en altitude qui était très très compliqué d'accès. Il y avait 3 heures de marche pour y aller, donc aller-retour, ça faisait 6 heures. Donc j'avais dit non non, c'est pas la peine que tu sois là. Je préfère que tu sois sur un autre type de ravitaillement. Donc j'ai une longue période où j'avais pas vu ma petite femme. Donc ça y jouait, c'est sûr. Et voilà, après le corps qui était mes pieds dans un état, le corps, enfin, j'avais mal partout. Euh, donc la souffrance, elle a été horrible, horrible, horrible en arrivant avant d'arriver sur cette deuxième base vie où j'allais retrouver mon pacer. Et je me suis dit, mais c'est pas. Alors là, l'idée d'abandon, elle était là, ça c'est sûr. J'arrive à la base vie de super collé et j'ai dit, de toute façon, c'est impossible, j'abandonne. Et puis ça me faisait suer parce que mon passeur était là. Donc le passeur, c'est quelqu'un alors il y en a pas beaucoup, hein, sur les courses en France. Je crois que l'échappée belle, d'ailleurs, c'est une des seules à la faire. Et c'est quelqu'un qui n'est pas chronométré. Il a un dossard, hein, il peut profiter des ravitaillements. Il est là pour t'épauler. Il a pas le droit de t'assister. Il a pas le droit de te porter ton sac. Il a pas le droit. Mais c'est quelqu'un qui est là pour être avec toi et puis pouvoir faire un petit bout de chemin sur la course ou de finir la course avec toi. Il peut pas la prendre dès le début, mais il peut la prendre à un ravito. Donc je savais que j'allais retrouver mon copain.
Et je me suis dit, c'est pas possible, je vais pas pouvoir lui annoncer aussi que j'abandonne, quoi. Parce que le gars, il a payé quand même son dossard, et puis tu arrives au ravito, et puis tu vas lui dire, bah, j'abandonne. Lui, il est là, il a son sac, il est prêt. Et puis, mais pourtant, l'idée d'abandon, elle est là, super collée. Je suis dans un état vraiment second. Il reste 50 km. 50 km, quand on en a fait 100, on sait que sur l'échappée belle, 50 km, ça va être, enfin, Ça va être c'est atroce, encore, ouais. c'est atroce, voilà. On se demande comment c'est possible, de toute façon, d'aller chercher cette cloche à la fin, hein. De toute façon, voilà, moi, l'idée d'abandon, elle est là. Tu étais Donc, inquiet j'arrive, par rapport aux barrières horaires. Tu te disais, voilà, est-ce que ça vaut le coup par rapport au temps? Est-ce que je vais être dans les clous par rapport à ces barrières qui me sont imposées? Donc, c'était les 55 heures, c'est ça? ouais, 54 heures, la barrière Oui. finale. J'arrive à super coller au niveau des barrières horaires. Je dois avoir encore 1 heure et demie d'avance ou 2 heures. On va dire, c'est largement, enfin, on va dire que c'est plutôt large. Mais après, ça peut vite rétrécir, hein, la barrière. Donc c'est pareil, j'ai fait comme la première base vie. Je me suis toujours dit, moi, un ravito, c'est pas là où on abandonne. Enfin, c'est pas en arrivant à un ravito qu'on abandonne. C'est on mange, on se fait soigner, et après on décide si on doit abandonner. Et il y en a beaucoup de coureurs qui font cette erreur-là, je pense, beaucoup d'abandon, qui abandonnent avant le ravito ou en arrivant. Et je pense ils devraient attendre ils devraient se manger, se faire soigner et prendre la décision après. Parce que ça fait vraiment du bien de pouvoir discuter, de plus penser à la course, et puis de pouvoir échanger avec tes amis, ta famille, de manger, de te refaire soigner. Parce que quand je repars de super collé avec mon passeur, je suis un autre homme, quoi. Je pleurais 3 heures avant, toutes les larmes de mon corps. Là, je repars de super collé, je dis, je suis motivé à 200% pour aller faire sonner la cloche, quoi. Et puis mon copain il est là, et puis il me dit, t'inquiète pas, on va y aller ensemble, et puis je vais t'emmener, et voilà. Alors je lui dis, tu sais, hein, je peux plus courir, hein, ça c'est. Ah non, mais il dit, t'inquiète pas, on va y aller tranquillement, on va aller, voilà, on va marcher à marche rapide, et on va aller au bout, quoi. Et ce moment de privilégier avec mon passeur, ça m'a fait un bien fou au moral, quoi. Ça a été le ressort pour te redonner l'envie de franchir ces derniers tronçons et ces longs derniers kilomètres. Alors, au niveau des Tout à fait. hallucinations, elles arrivent quand et qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que c'est les éléphants roses? Est-ce que c'est des papillons qui se baladent? Alors, bah, de toute façon, cette anecdote, elle est marrante, puis elle fait un petit peu peur aussi à la fois, parce que euh, ma femme voulait pas me laisser repartir tout seul, et mon passeur a joué un rôle vachement important. Et là, les hallucinations, ça prend tout son sens, là, parce que quand on est seul et puis que ce genre de truc arrive et qu'on est sur des crêtes qui peuvent être très très dangereuses, on pourrait vite aller à la faute. Alors moi, ça m'est arrivé sur donc la dernière nuit, au petit matin. En fait, on était dans un bois, et puis il y avait des souches d'arbres. Et ces souches d'arbres, je vois mon passeur, je lui dis, t'as vu, c'est marrant, ils ont sculpté dans la forêt un lion sur une souche d'arbre. Voilà, il se retourne derrière moi parce qu'il était devant moi, et puis bah, il répond pas à ce que je lui dis. Donc là, j'avance un petit peu, puis je dis, tiens, c'est marrant, ils ont sculpté une girafe là, mais à mon avis, des bûcherons ont dû faire des sculptures là, sur les souches, machin. Et il dit, non, mais t'es sérieux là? T'es sérieux? T'as vu une girafe là? Et moi, en fait, tout ce que je voyais, je regardais au loin, je voyais des gens, en fait, c'était des arbres, quoi. Euh, mon, mon, mon cerveau, mon cerveau analysait ça à ce moment-là. Je sais pas pourquoi, mais je me rappelle bien de tous ces instants-là. De toute façon, on est lucide, hein, mais enfin, on est lucide. Je dis que je suis lucide parce que je me rappelle vraiment comment ça s'est passé. Mais voilà, pourquoi le cerveau se met à interpréter de telles choses. Ça, par contre, je sais pas l'expliquer. Il y avait rien il y avait rien dans le Non, ravitaillement. C'était pas non, des non, breuvages. non. Non, non, rien. Non, mais je pense que, enfin, j'ai discuté avec certains médecins qui disent que de toute façon, parce que la douleur, après, la douleur, on la sent plus. Donc, je pense que le corps, il sécrète des drogues, on va dire naturelles, pour pallier à ces douleurs.
on n'y pense plus, on pense à autre chose. Donc, je sais pas. Ça fait vraiment bizarre de raconter ça. C'est quelque chose. On a beaucoup qui vont jamais comprendre. Ils vont dire pourquoi il se met dans tels états. On cherche pas à se mettre dans tels états. Ça nous tombe dessus. Mais ça nous permet aussi d'apprendre vachement sur notre corps, quoi. Effectivement, c'est là, tu parlais tout à l'heure des limites que tu veux repousser. Je pense qu'on atteint déjà un palier dans l'acceptation de la souffrance, l'acceptation des douleurs, et le corps réagit de cette façon-là. Vers l'arrivée, comment ça se passe? Tu sens que ça va tenir, que tu vas être dans les clous au niveau horaire? Quel est ton état d'esprit à quelques encablures de l'arrivée, et comment tu vis justement ce moment de l'arrivée? Alors oui, je sais qu'on va rentrer dans les barrières horaires dans la deuxième nuit. Par rapport, j'ai fait une autre micro-sieste sur un ravitaillement en pleine nuit. Je sais que par rapport il me reste 2 ravitaillements, il reste, je sais plus, 30 km. J'ai calculé en marchant, en marchant bien, à une bonne allure, on rentre dans les barrières horaires. Donc, pas prise de tête. Euh, on avance, comme je te disais, un pas devant l'autre. Je me fais doubler par beaucoup de coureurs, mais l'esprit relâché, c'est pas 2, 3 ou même 10 ou 20 places que je vais perdre qui vont m'agacer. Je me dis, voilà, le but, c'est d'aller franchir cette ligne et d'aller faire sonner cette cloche. Donc, pour vraiment pas de prise de tête. Je suis vraiment très, très limite aux barrières horaires. On va dire, je finis à 30 minutes près, je crois, de la barrière horaire. Je crois 53h30, je fais la barrière à la 54 heures. Donc dans mon esprit, c'est clair. Maintenant, je peux plus abandonner. C'est la cloche, elle est trop près. Elle est trop près. Et puis on pense qu'à ça. De toute façon, voilà, c'est dommage voilà, de partir sur un tel voyage, et puis de renoncer à quelques mètres de l'arrivée. Après cette arrivée, Mel, elle est là, ma petite femme, mais il y a pas un réel accomplissement que j'ai pu ressentir sur d'autres courses. Même après 54 heures, hein, je suis content, mais je pense pas avoir je pense pas avoir fait quelque chose d'extraordinaire. J'ai réussi, je m'en rends pas compte, je suis content, mais pas plus que ça. Je pense qu'il faut que je me pose et je me dis, je réaliserai peut-être après. Donc, j'ai fait sonner cette cloche, mais pas avec plus de comment, de satisfaction. J'ai tellement souffert sur cette épreuve que j'ai pas voilà la satisfaction de l'avoir fini dans de bonnes conditions. Je sais que ça va être dur après. Tout de suite, je m'en rends compte. De toute façon, j'ai demandé à mon corps quelque chose euh, qui était euh, qui était limite pour moi, je pense, sur l'instant T. Hein, que voilà, je dis plus jamais, c'est fini. Hein, enfin, de se mettre dans des étapes pareilles, c'est pas possible. Parce qu'il faut savoir que le corps, là, une fois qu'on a passé la ligne, le cerveau, il se met sur off et on n'arrive plus à marcher. Hein. C'est ça la réalité. On va repartir d'un ravito. Le cerveau, il dit il faut continuer. Donc on continue à marcher ou trottiner. Mais après cette ligne, le cerveau, c'est vraiment voilà zéro. Et puis d'un seul coup, on marche comme un petit vieux qui a 90 ans. Et puis un pas devant l'autre, c'est plus possible, quoi. Alors, comment on vit les heures qui suivent, les jours qui passent après la course? Est-ce que tu réalises petit à petit que tu as quand même fait quelque chose qui, de mon point de vue, est exceptionnel? 140 km, je l'ai jamais fait en vélo. Toi, tu l'as fait dans cette course avec un dénivelé de plus de 10 000 mètres. Comment on sent, comment on commence à récupérer? Et on verra là maintenant 3 mois, plus de 3 mois après la course, à quel niveau tu en es et où tu en es par rapport au sport. Alors je suis arrivé, je crois, c'était à midi, je crois à peu près à 11 heures ou fin de matinée, quoi, le dimanche. Donc voilà, direct, hein, la bière de l'arrivée, hein, ça c'est sûr. C'est c'est quelque chose que je crois que je l'ai bu en 10 secondes, quoi.
Enfin, il faut des moments où tu te rattrapes là. C'est fini, bouffer des compotes, bouffer des bars là. Il faut manger autre chose. Il y a un repas d'arrivée. Donc on se pose avec Mel, mon passeur, on mange ensemble. J'ai pas envie de dormir, hein, mais pourtant ça fait bizarre parce que en gros j'ai dormi donc 35 minutes, ouais 15 minutes et 20 minutes, ouais 30-40 minutes sur la totalité de ma course. Donc ça fait en gros 60 si on compte le réveil avant la course et puis là le soir où je vais dormir le dimanche la vraie nuit, il y a presque 65 heures où je vais pas avoir dormi. Donc je me dis ça va être compliqué. Ma petite femme elle avait réservé un bon resto savoyard le dimanche soir pour reprendre plein de calories et puis se faire plaisir. Donc je suis arrivé au resto, j'ai dû faire une petite sieste l'après-midi quand même, mais une heure pas plus que sinon j'allais tomber dans un sommeil vraiment très très profond et ça aurait été très compliqué. Je dis je préfère dormir le soir. Donc on s'est fait plaisir le soir, mais bon, j'ai dit à ma femme réserve le resto pour 18h45 parce qu'il faut qu'on mange de bonne heure, il faut qu'on soit rentré, hein, ça c'est clair. J'ai mangé, je sais pas combien de fromage à raclette, de la charcuterie en pagaille. Enfin, on se vide, on se fait plaisir. Tu t'es assez privé depuis quelques mois. Là, faut tout lâcher et essayer de récupérer. Mais bon, là le corps dit stop naturellement. Il te dit arrête tes conneries. Donc tu manges pas non plus des tonnes et des tonnes. Et puis tu es dans un état. J'ai dit à Mel, à ma petite femme, je dis ça va être compliqué de marcher. Hein. Oui. Elle me portait comme quelqu'un qui était bourré. Hein. J'ai plus de peau sous les pieds. C'est quasiment impossible de marcher. Quelqu'un qui sait pas que t'as fait la course, il se demande ce que t'as. Ça c'est sûr. Et donc, tu es rentré à l'hôtel, une bonne nuit de sommeil. Le lendemain matin, donc difficulté encore à marcher. Comment ça s'est passé sur la semaine qui a suivi? Tu as pu reprendre tes activités professionnelles ou stop? Non, donc la nuit a été très compliquée. J'ai très mal dormi. Je me faisais je me suis refait toute un peu ma course dans la tête, hein, on va dire, c'est ça. Tu penses à beaucoup de choses. Donc le lendemain matin, on s'est levé, on devait repartir sur Orléans. C'est ma petite femme qui a conduit, parce qu'il était impossible de conduire. Et j'ai dit à Mel, dans la voiture, je dis, il faut que je prenne rendez-vous chez le médecin parce que concrètement, je me sens pas forcément bien. Hein. Donc ça a été direct rendez-vous chez le médecin le lundi soir. Où le médecin, quand elle m'a vu, j'avais 18 de tension. Quand elle a vu mes irritations un peu partout, l'état de mes pieds, d'ailleurs, elle était choquée, quoi. Concrètement, c'était impossible de reprendre le travail. Je pensais pas que cet effort-là m'aurait mis dans cet état-là. Et la récupération a été très très longue. Toute la semaine après la course, physiquement compliqué de marcher, oui, mais plus à cause des pieds parce que les jambes niveau courbature ça allait parce que je suis bien fait masser après la course. Donc niveau courbature ça allait, mais c'était plus l'état de mes pieds et mes jambes qui avaient enflé avec la rétention d'eau. Et les nuits ont été très très compliquées. Ça faisait comme si j'avais une grosse grippe. Je transpirais toutes les nuits. Je transpirais toutes les nuits et j'évacue, je pense, les mauvaises toxines. Et voilà, la récup a été très très compliquée. C'est la semaine après très compliqué. Après ça va mieux de semaine en semaine. Mais j'ai essayé de refaire un footing 3 semaines après, 5 km. J'ai été essoufflé, très fatigué. Et donc voilà, j'ai dit non, il est temps de vraiment faire une petite pause. Enfin, une bonne pause parce que le corps vraiment a souffert sur cette échappée. Alors là, 3 mois après, est-ce qu'on en est à plus jamais ce type de course ou est-ce que tu te projettes vers d'autres objectifs? Alors au début, oui, plus jamais de course comme ça c'est sûr. Les semaines, enfin pas les semaines, la semaine après. C'est vu le corps comment il est après, vu comment la course est vécue pendant.
on se dit c'est pas possible. Là, j'ai atteint les limites de ce que je pouvais faire. Maintenant, avec du recul, oui, on regarde on regarde ce qu'on veut faire, ce qu'on veut faire. Et moi, avant tout, de toute façon, le trail, ce qui m'a mis aussi au trail, c'est la Diagonale des Fous, ce rêve de pouvoir la faire. Donc voilà, j'ai des courses un petit peu de rêve que je veux réaliser et je vais mettre tous les moyens pour le faire. L'ultra, on sait que c'est compliqué avant, pendant, après. Voilà, je sais que voilà, c'est quelque chose que je devrais prendre en compte pour mes prochaines courses. Et je sais que voilà, ce sera dur après. Je sais que je m'en remettrai et je m'en suis remis. Et voilà, faut accepter ça. Si tu t'acceptes pas ça, si t'acceptes pas de pas pouvoir marcher parce que t'as plus de peau sur les pieds, bah tu peux pas te lancer sur ce genre de défi-là. Ou tu en fais 2021, un et tu oui. arrêtes. Pour 2021 alors, Diagonale des Fous ou d'autres courses? Qu'est-ce qui se mettra à ton calendrier? Eh ben 2021, donc du coup, on s'est inscrit avec la bande de copains sur l'hivernal du Sancy pour reprendre tranquillement entre copains ce beau rendez-vous si ça peut se faire, si la situation sanitaire le permet. Sinon après, donc en course de préparation, j'ai l'Ultra du Pas du Diable qui a été repoussé, donc j'ai reporté pour cette année en mai, on va dire. Après, je vais essayer de tenter. Donc l'année dernière, j'avais un tirage négatif sur la CCC. Je vais essayer un UTMB pour cette année-là parce que la diagonale, je veux la vivre, mais pas avec le protocole. Enfin, pas avec ce foutu Covid, on va dire. J'ai envie de pouvoir vivre une course comme elle se vit là-haut sur l'île de la Réunion. Toute l'île s'arrête pour vivre cette course-là. Je veux que ça soit comme ça. Je veux pas que ça soit fait sous protocole. Donc, je me le projette pas l'année prochaine, certainement 2022. D'accord. Bon, on aura plaisir de suivre tes nouvelles performances. Donc, c'est globalement un gros objectif par année que tu te donnes avec des courses intermédiaires. Oui, de toute façon, sur ce genre de course-là, en ultra, on peut pas en faire 10 dans l'année. Même déjà 2 ultras, je pense, par an, c'est bien. Faut pas avoir 40 objectifs. Il faut pas avoir 40 courses en tête. On peut avoir des courses préparatoires, mais terme d'ultra, ça sert à rien d'en enquiller 40 par an. Moi, je me dis, je me mets 2 gros objectifs par an. Après, je trouve que c'est bien, c'est déjà beaucoup, vu le temps que ça demande. Voilà, 2 gros objectifs avec quelques courses préparatoires. Et voilà. Bah, Florian, merci beaucoup pour ce long entretien. On a été bavard, mais voilà, tu nous as emmenés sur ces chemins de l'échappée belle. J'en ai presque mal aux jambes sans avoir couru. Donc, merci d'avoir abordé voilà toutes ces phases de la préparation, de l'entraînement, tes doutes, tes souffrances, tes joies. On espère voilà que certains pourront également se lancer sur le trail avec ton exemple. Hein, très peu finalement d'expérience, mais au mental, cette envie de se dépasser, de repousser les limites du corps. Donc, un bel échange que nous avons eu aujourd'hui. Je te remercie beaucoup. Bah, merci Sébastien. Et puis, je pense que tout est réalisable. Toute personne est capable de faire. C'est pas quelque chose de surhumain. Vraiment, si la motivation est là, faut vraiment pas se prendre la tête et puis aller essayer d'aller vivre ses rêves, comme je dis. Alors, sur quel support on peut retrouver tes exploits, tes aventures en trail? Est-ce qu'il y a un réseau social en particulier sur lequel tu peux informer nos auditeurs? Bon, après ma petite femme a filmé les lives qu'on peut faire sur les courses sur mon Facebook, Florian Pavie quoi, ou Instagram. Donc, mais voilà, après je suis pas vraiment un acteur connecté qui fait vivre mes entraînements. C'est quelque chose que je partage pas forcément, tu vois. Après voilà, sur les réseaux sociaux, Facebook ou Instagram, sur les courses, oui, voilà, il y a des petits lives, mais je suis pas quelqu'un de hyper connecté non plus.
Bien, très bien Florian. Je te remercie. Pour les auditeurs, je vous souhaite un bon week-end. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Si d'ici là, vous voulez vous lancer dans le trail, suivez l'exemple de Florian. Tout est possible à condition d'en avoir l'envie et la motivation. À très vite. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.